Bonjour Fatima Sharaf, Monsieur Mourad Preur, bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors le gazoduc Maghreb-Europe qui transite par le Maroc sur 500 km, son contrat arrive à terme le 31 octobre prochain, mais les capacités de transit du gaz algérien via l'Espagne seront assurées, Monsieur Mourad Preur, via le Medgaz? Oui, l'Algérie n'a pas de contrainte d'exportation de gaz, dans l'absolu. Les capacités d'exportation algériennes en gaz liquéfié ou par gazoduc permettent d'alimenter le marché espagnol sans aucun stress. Bon, il y a le gazoduc Maghreb-Europe, hein, qui passe par le Maroc et qui est le détroit de Gibraltar, mais il y a aussi une ligne directe qui a été construite par l'Algérie, donc le Medgaz, qui avait une capacité de 8 milliards de mètres cubes, qui a été portée à 10 milliards de mètres cubes. Il y a eu une connexion dans la partie algérienne du gazoduc Maghreb-Europe vers le Medgaz de 197 km entre l'Arisha et Benissaf. Donc nous n'avons pas de stress de ce point de vue. C'est-à-dire que les pays producteurs, les pays exportateurs de gaz ont toujours un problème, un stress avec les pays de transit. Nous avons connu l'expérience, nous avons vu l'expérience de la Russie avec l'Ukraine et la Biélorussie, hein, pour les gazoducs russes qui traversaient l'Ukraine et la Biélorussie pour arriver sur le marché européen. Et le chantage que l'Ukraine faisait à la Russie en lui exigeant des tarifs de gaz très bas, etc. Et un chantage politique aussi. Et la Russie a construit un gazoduc, le North Stream, 55 milliards de mètres cubes, qu'elle est en train de doubler. Et on voit aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas du tout contents que la Russie double le North Stream et se débarrasse de ce chantage ukrainien. Hein, voilà. Mais c'est le même cas pour l'Algérie, il y a le Medgaz, mais il y a aussi d'autres moyens, comme par exemple la liquéfaction, puisque vous avez parlé de l'Algérie, qui n'a pas de contrainte d'exportation de son gaz vers l'Espagne et les pays de l'Europe, puisque les capacités ont été renforcées avec deux nouveaux méthaniers qui ont été acquis pour cette liquéfaction. C'est important. Oui, de diversifier les moyens de transport de notre gaz. En fait, nous avons une capacité à peu près de 60 milliards de mètres cubes d'exportation de gaz, pour moitié sous forme liquéfiée, hein, et pour moitié sous forme gazoduc. Hein. Donc on a une très grande flexibilité. C'est-à-dire nous pouvons atteindre des marchés qui sont hors Méditerranée sans aucun problème à travers nos capacités de liquéfaction. Hein. Donc nous avons tiré aussi les leçons de la crise ukrainienne de 2006, où la Russie a interrompu ses approvisionnements pendant 13 jours à l'Europe, du 7 au 20 janvier 2006. Donc nous en avons tiré les leçons et avons construit un gazoduc en ligne directe avec l'Espagne donc nous avons avec Sonatrach contrôle 51% de ce gazoduc. Hein. Il y a 51% propriété de Sonatrach et le reste c'est Naturgy, c'est le gazier espagnol qui est notre client. Hein. Et de commun accord avec Naturgy, on a augmenté à 10 milliards de mètres cubes la capacité
ce gazoduc. Mais vous l'évoquiez un instant, Monsieur Mourad Prop, les questions des pays de transit posent aujourd'hui problème sur le plan à la fois politique et économique, et ce n'est pas le premier. On se rappelle, et vous l'avez évoqué, du conflit Russie-Ukraine en 2006, mais il y a eu aussi un conflit beaucoup plus important et qui a été à l'origine d'une guerre, c'est le conflit syrien-Qatar-Iran par rapport à son pipe de transit. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une sorte de chantage économique exercé par les pays de transit? C'est une réalité. Si vous étiez pays de transit, c'est-à-dire il faut se mettre à la place de... Quand on est pays de transit, on sait qu'un pays producteur ne peut vendre son gaz ou son pétrole qu'en traversant notre territoire. Hein? On a une force sur le plan géopolitique, hein? On a une puissance qu'on va exercer. Le cas que vous citez est un cas intéressant parce qu'il a conduit à une guerre. Et une guerre qui a menacé de disparition l'État syrien. Parce qu'il y avait deux projets avant 2011. Deux projets en 2010 qui étaient en discussion. L'un, le Qatar voulait évacuer vers la Méditerranée son gaz à travers la Syrie. L'Iran voulait faire la même chose. Et l'État syrien a choisi l'Iran. Et ils y sont pas allés de main morte. Hein. Ils ont complètement détruit la Syrie. Donc les pays de transit sont un enjeu géopolitique. C'est comme le Kazakhstan avec l'oléoduc, Bakou, Tbilissi et Ceyhan. La Turquie, par exemple, qui est en train de s'imposer comme un hub gazier et pétrolier, parce que les pays de l'Asie centrale, de la mer Caspienne, n'ont pas d'autres accès, et même la Russie. Le gazoduc, le South Stream, qui devait être construit par la Russie pour aller vers la Bulgarie et les réseaux gaziers européens, l'Union européenne avait traîné des pieds. Finalement, c'est devenu le Turkish Stream. Il va vers la Turquie et la Turquie profite de cette position de pays de transit, de hub. Hein. Tout comme l'Algérie, Ras El-Mel peut devenir un hub gazier pour le gaz nigérian, pour le gaz libyen, etc. Hein. Donc, je pense que l'État marocain a sous-estimé les capacités les marges de manœuvre de l'Algérie. Je pense qu'ils se sont précipités. Hein. La réalité, c'est que l'Algérie n'a strictement aucun problème pour exporter son gaz vers l'Espagne et que les relations algéro-espagnoles sont excellentes. Et puis, les pays, parce que le gaz se stocke difficilement, les pays consommateurs savent très bien que la source algérienne est une source fiable. Même si, pour des raisons d'investissement, etc., elle décline maintenant, mais structurellement, elle ne décline pas. Mais ils savent que même durant la période de terroriste, durant les années 90, il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement. Jamais. Pourtant, nous avons un réseau de gazoducs. À cette époque, c'était un réseau de canalisation. C'était 14 000 km. Aujourd'hui, on est à 20 000 km de pipeline. Hein. Nos gisements ne sont pas au bord de la mer. Ils sont bien profondément dans le désert. Et nous n'avons jamais eu de rupture d'approvisionnement. L'Espagne, il le sait. Mais aussi, il faut dire aussi certaines vérités, le Maroc a menti, il a prétendu que l'Algérie voulait interrompre l'approvisionnement via bien sûr ce gazoduc Maghreb-Europe, or que la réalité c'est qu'il arrive le contrat à son terme le 31 octobre prochain et il l'a bien indiqué, le ministre des Affaires étrangères, libre arbitre à Sonatrach, puisque c'est une affaire commerciale, de reconduire ou de ne pas reconduire ce contrat. Ce mensonge, il alimente aujourd'hui la confusion auprès, bien sûr, des clients de Sonatrach. C'est pour entretenir cette confusion aujourd'hui, puisqu'on parle des questions qui sont liées au pétrole et l'approvisionnement qui sont devenues aujourd'hui éminemment géopolitiques.
C'est-à-dire que c'est une attitude que je qualifierais de perverse. Parce que ça sous-entendrait que Sonatrach ne tient pas ses engagements à l'égard de ses clients contractuels. Le gaz, c'est une industrie de long terme. Les gaziers, ce sont des électriciens ou des industriels. Lorsqu'ils signent un contrat avec vous, il ne faut pas qu'il y ait de rupture d'approvisionnement, parce qu'ils ne peuvent pas ils vont arrêter leur installation, qui fonctionne à flux tendu. Je vous ai dit que même durant la période, la décennie noire, il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement. Jamais, strictement jamais. Lorsque nous étions à Sonatrach et qu'on intervenait dans des rencontres internationales, on affichait cette caractéristique de l'Algérie, la fiabilité de la source algérienne. Un pays sûr. Donc pour nous, il faut dire les choses comme ça, que ce soit le Maroc ou n'importe quel pays. Pour nous, il y a une relation commerciale, c'est du business. Et une relation commerciale, nous la traitons comme une relation commerciale. Hein. Et bien sûr, comme une relation commerciale, nous avons toujours un plan B. Nous tirons les leçons de la crise ukrainienne, par exemple. Et c'était tout à fait logique, parce que derrière tout ceci, il y a quand même une question de souveraineté, et la construction de la ligne directe Benissaf-Almeria, l'augmentation de sa capacité, ce sont des décisions stratégiques, souveraines, que personne ne peut contester. Maintenant, il revenait au Maroc de négocier, de convaincre le fournisseur qui est l'Algérie. C'est le trait de tous les clients. L'Espagne, il nous convainc. Et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de sentiment dans ces histoires-là. Donc il n'y a pas de sentiment, mais qui tire plus profit un peu de ce pipe aujourd'hui, monsieur Mourad Prop, puisque nous savons que les droits de passage sont payés en nature, c'est-à-dire moyennant le gaz. Ben oui, c'est le Maroc. Le Maroc en tire un très grand profit. Ça, c'est indiscutable. Il en tire un très grand profit. Et l'interruption du flux du gazoduc Maghreb-Europe va peser lourd dans les approvisionnements énergétiques marocains. C'est ce qui justifie ces attaques contre son attaque. Oui, mais ce n'est pas la meilleure formule pour convaincre. Parce que Sonatrach, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ceci. Sonatrach résonne comme un opérateur, comme toute compagnie pétrolière ou gazière. Elle veut sécuriser ses débouchés. Parce qu'elle a un client de l'autre côté qui est l'Espagne, hein, qui n'accepterait pas une rupture d'approvisionnement. Ils ne peuvent pas accepter pendant 20 jours une rupture d'approvisionnement parce qu'il y a eu une crise entre l'Algérie et le Maroc. C'est pas possible. Nos clients ne l'accepteraient pas. À partir du moment où nos clients ne l'accepteraient pas, nous devons tenir compte. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Sonatrach et Naturgy se sont mis d'accord pour augmenter la capacité du Medgaz. D'accord? Donc, ils sont partenaires, ils sont copropriétaires. Sonatrach détient 51%. Ça veut dire que l'Espagne elle-même s'inquiétait de l'interruption du flux gazier provenant d'Algérie. Il n'y a pas que les Algériens qui s'en inquiétaient. Alors, monsieur Mourad Prop, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Quand on parle aujourd'hui de ce chantage économique exercé par certains pays de transit, on a évoqué bien sûr la crise Russie-Ukraine et celle qui a mené aussi à un conflit extrêmement meurtrier, Syrie, Qatar, l'Iran. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce sont des questions qui sont éminemment géopolitiques, qui visent aujourd'hui à s'accaparer également des richesses des États et des pays producteurs particulièrement
essentiellement de pétrole, et on a vu ce qui s'est passé en Libye actuellement. Est-ce que tous les conflits ciblent les pays essentiellement de production énergétique et pétrolière? Et certains considèrent que si l'Algérie est aujourd'hui cible des attaques, parce qu'elle est considérée comme étant le chemin de transit vers l'Afrique et l'Europe. Monsieur Mourad Prah. Oui, l'Algérie a une position sur le plan géopolitique qui est extrêmement intéressante. L'Algérie est frontalière avec 5 pays, elle est la porte de l'Afrique, et puis l'Algérie aujourd'hui c'est la frontière méridionale de l'Europe. C'est-à-dire que les flux migratoires, l'Algérie est en train de contenir toute l'instabilité qui est générée par les interventions européennes notamment. Hein. La conséquence de la déstabilisation, de l'éclatement de la Libye, et donc la diffusion de l'instabilité depuis la Libye jusqu'à l'Atlantique quasiment, jusqu'au Niger, Mali. Donc il y a un arc, un arc de feu qui va de la Libye jusqu'à quasiment la Mauritanie, en passant par le Mali, etc. Et qui va, un deuxième arc qui va jusqu'à la corne de l'Afrique. Et l'Algérie se situe un peu au cœur de... Toutes les frontières algériennes aujourd'hui sont une ligne de feu. Hein. Et l'Algérie contient l'instabilité, l'entropie, le désordre qui est généré par toutes ces interventions. Il faut savoir que la France possède une usine de concentration d'uranium au Niger. Areva. Parce que l'uranium naturel, le minerai ne contient qu'à peu près moins de 1% d'uranium naturel. Donc il faut le concentrer pour produire ce qu'on appelle le yellow cake. On ne peut pas transporter le minerai jusqu'en France. Et donc elle a une usine d'uranium au Niger. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, ça veut dire qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Et du coup, elle est impliquée dans la sécurité du Sahel. Et lorsqu'ils ont déstabilisé la Libye, lorsqu'ils ont éclaté la Libye, ce sont non seulement des armes, même des armes lourdes, mais ce sont aussi des chaînes de commandement, c'est-à-dire des officiers avec leurs adjoints, etc., qui se sont retrouvés engagés dans des milices, dans des mouvements terroristes au Sahel. Et le septentrion malien, c'est une zone quasiment de non-droit, le nord du Mali. Donc il y a de la drogue qui vient par avion d'Amérique latine, etc. Et tout ça, l'Algérie est en train de contenir cette pression. Hein. L'Algérie représente un pays extrêmement important. Le problème, c'est aussi que l'Algérie a des positions de principe, hein, qui ne sont pas consensuelles aujourd'hui au niveau donc qui ne correspondent pas avec les idées du Grand Moyen-Orient, etc., américaines. Et la fragmentation de l'Algérie est un objectif, on l'a vu sur le terrain, hein, des tentatives de fragmentation, de déstabilisation de l'Algérie. Et pour ceux qui veulent le faire, il y a une fenêtre d'opportunité, parce qu'il y a la crise pétrolière qui était antérieure à la crise sanitaire, qui a été amplifiée exponentiellement par la crise sanitaire, hein, que l'Algérie subit parce que l'Algérie est dépendante de ses exportations d'hydrocarbures. Hein. Donc certains ont pensé qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour déstabiliser durablement l'Algérie. Sauf que l'Algérie, on l'a vu durant, ça je le disais dans des conférences que je faisais durant la période terroriste en
Europe, aux États-Unis. Si l'arbre n'a pas été déraciné, c'est que les racines sont profondes. Hein? Si l'arbre n'a pas été déraciné, c'est que les racines sont profondes et elles sont millénaires. Depuis Massinissa jusqu'à la geste novembriste jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alors justement par rapport à cette question qui est éminemment stratégique, par rapport bien sûr à les ressources des États qui sont aujourd'hui convoitées par les grandes puissances internationales, puisqu'on voit aujourd'hui que plusieurs acteurs et plusieurs pays activent actuellement au niveau de la Libye. Tous les intervenants, on parle même de transposer le conflit syrien vers la Libye par rapport à ses richesses, et tout le monde veut s'accaparer le pétrole libyen. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même principe, puisque même à l'indépendance, dans les accords d'Évian, la France voulait céder le nord, mais pas le sud par rapport à ses richesses. Alors quand on revient à ce principe-là, M. Morad de Preur, est-ce qu'on peut considérer que c'est ça qui est convoité en définitif? Les richesses de ce pays. C'est-à-dire que les richesses algériennes sont convoitées. D'abord, les richesses algériennes, c'est le gaz, notamment le gaz de schiste. Hein. Puisqu'on a parlé de son exploitation. Oui, parce que, on a donné si l'estimation de ce des que nous puissances avons. étrangères n'ont pas d'état d'âme écologique pour exploiter le gaz de schiste. On le voit en Europe avec Areva. Hein, tout à fait. On a 20 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz de schiste. Donc, c'est une idée qui est intéressante, ce que vous dites. Hein. Donc les ressources énergétiques, les ressources pétrolières, les ressources gazières sont intéressantes, mais aussi l'ensoleillement de l'Algérie est intéressant. Hein. L'ensoleillement, c'est 3 fois l'ensoleillement de la France à peu près, hein, 3 fois. Hein. 3 fois l'ensoleillement de la France. Ça veut dire que c'est, comme je l'ai dit, l'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert. L'Algérie aussi peut être un pays à travers lequel des hydrocarbures africains pourraient accéder en Méditerranée. Donc l'Algérie est un pays qui est convoité. Ça me semble indiscutable. Hein. Le problème, c'est que ceux qui convoitent l'Algérie et qui qui soutiennent notre voisin de l'Ouest, notamment en matière d'armement et de financement, hein, nous imposent un effort financier d'armement pour rester à parité et pour assurer, sécuriser la souveraineté. Et cet investissement est important. Il nous est imposé. Quand on offre des satellites et des armes de dernière génération, on oblige l'Algérie à acheter la même chose. Donc, oui, mais est-ce qu'on ne doit pas s'éloigner aussi de l'essentiel, par exemple avec ce gazoduc Maghreb-Europe? Est-ce que c'est un enseignement pour assurer aujourd'hui impérativement notre sécurité énergétique qui est devenue un axe primordial pour notre survie, au même titre que la sécurité sanitaire, environnementale ou alimentaire, puisqu'on a vu qu'avec ces feux de forêt, nous avons perdu beaucoup de récoltes. Monsieur Morad Preur. C'est une question, je voulais l'aborder, je vous remercie de l'aborder. C'est-à-dire que notre consommation d'énergie, elle a augmenté entre 2010 et 2019 de 69%. D'accord, notre consommation électrique a quasiment doublé. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire que la consommation d'énergie divisée par le PIB, par le produit intérieur brut. L'énergie que nous produisons pour créer une unité de richesse, ok, elle est le double de celle de l'OCDE, c'est-à-dire celle des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie. Nous consommons 2 fois plus d'énergie pour produire une unité de richesse. Là, il y a un problème. Et l'Algérie doit absolument revoir complètement sa stratégie énergétique. Complètement. C'est-à-dire que la sécurité énergétique sur le long terme
doit être aujourd'hui sur la table des principaux responsables du pays. Le président de la République. Doit être sur le bureau du président de la République, avec des scénarios. Lorsque je vous dis que chaque kilomètre carré produit 2000 kWh solaires en Algérie, la transition énergétique, le programme de 11 000 MW, depuis 2011, en 7 ans, on a fait une guerre de libération. Depuis 2011, il n'y a rien. On a 500 MW ou un truc comme ça. On est sur le plan des énergies renouvelables, on est à la traîne. Pourtant, 86% du territoire algérien a un ensoleillement de 3650 heures par an. C'est le sud. Et le nord, c'est 2500 heures. La France a un ensoleillement entre 1100 et 1400 heures. Nous devrions, l'Algérie, c'est une pile électrique à ciel ouvert. Nous devrions basculer notre mix énergétique sur sur les renouvelables. À la belle, ce mois de juillet, on a atteint 16 gigawatts de consommation électrique, un pic historique. On ne peut pas continuer comme ça. Et notre électricité est produite à partir du gaz. Maintenant, on me parle de stations de dessalement d'eau de mer qui vont également être consommateurs d'énergie. Moi, mon opinion, c'est que nous devons basculer massivement vers les renouvelables et engager notre mutation vers le nucléaire, vers des réacteurs de 300 à 500 MW de petite et moyenne capacité, couplés à des usines de dessalement d'eau de mer. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau paradigme énergétique. Mais quand vous parlez de stratégie énergétique, on parle de sécurité énergétique, il va falloir impérativement, c'est-à-dire réduire notre consommation de gaz qui est extrêmement importante aujourd'hui pour la fabrication de l'électricité, puisque vous avez parlé d'un chiffre qui est très illustratif, 16 gigawatts, un pic historique pour ce mois de juillet, mais on l'a vu aussi avec ces incendies de forêt, certaines localités ont été complètement coupées du monde parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Est-ce qu'il va falloir aller impérativement et rapidement, puisque vous dites que c'est un dossier qui doit être étudié au plus haut sommet de l'État, encourager la production de solaire pour les tertiaires, par exemple pour les habitations qui sont au pic des montagnes, par exemple, monsieur Mourad Preur, ne pas apporter le câble, parce que le câble, si on a d'autres incendies, il va de toute façon cramer. Bon, Inch'Allah, il y aura on l'espère, bien sûr, mais il faut y envisager tous les scénarios. Les catastrophes qu'on a vécues. On l'espère. Et effectivement, les réseaux électriques sont très vulnérables aux incendies. Et en plus, le point faible de Sonangol, c'est le transport. Et ils sont très vulnérables aux catastrophes naturelles. Il y a 10 ans, je crois, le EDF a été sévèrement critiqué parce que lors des inondations dans le sud de la France, les foyers se sont retrouvés sans électricité. Même en période de neige. Oui, donc c'est tout à fait sérieux comme question. Donc il faut des modèles, ça ne va pas prémunir totalement. Parce qu'il faut regarder différemment aujourd'hui, à partir de cette expérience, cette triste expérience. Allah yarham Limatouf, les incendies, Allah yarham Jamal Ismaïl. Il faut regarder différemment la gestion des incendies de forêt. L'Algérie, l'armée a décidé d'acheter 6 avions bombardiers d'eau, etc. Il faut regarder différemment. Il ne faut plus que ça se passe, à dire. Maintenant, vous avez raison, l'autonomie, l'énergie solaire peut permettre une relative autonomie, le minimum, c'est-à-dire qu'un relais GSM peut être alimenté par le solaire. Oui, pour avoir le téléphone. Au moins, les gens arrivent à communiquer.
et dans des situations extrêmes, c'est important. Donc oui, maintenant il faut basculer vers les renouvelables de manière sérieuse, planifiée, et il faut qu'il y ait un leader. Une action comme cela ne peut pas se faire. Je pense que le leader de la transition énergétique, ça devrait être Sonatrach, hein. Appuyé par Sonelgaz, mais ça devrait être Sonatrach. Elle a une qualité de signature, elle a l'expérience de grands projets, et c'est Sonatrach qui devra un jour nous faire rentrer aussi dans le nucléaire. Et le nucléaire, on y rentre d'abord par ses universités, par sa recherche. Alors il faut une vision, une stratégie claire et précise, avec bien sûr des échéances pour ne pas se retrouver avec des objectifs qui ont été fixés en 2011, qui ne sont pas à ce jour réalisés. Monsieur Mourad, rapidement s'il vous plaît. Rapidement, il faut qu'il y ait ces objectifs, ces visions, grand 1. Deuxièmement, gouvernance. On perd trop de temps. Vision, il faut avoir une vision. Quand on n'a pas une vision claire de la stratégie énergétique à long terme, on ne peut pas aller loin. Deuxièmement, gouvernance, quand quelqu'un est chargé de réaliser un objectif, il est comptable de cette réalisation. Il doit rendre des comptes. On ne peut pas dire je lance le projet de X mégawatts ou je ne sais pas quoi, et puis demain partir et on n'en parle plus. Alors justement, avec cette question des énergies renouvelables, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, dites-nous clairement où ça bloque, pourquoi on n'arrive pas à promouvoir aujourd'hui les ENR, les énergies renouvelables. Certains parlent un peu de lobby pro-nucléaire qui empêche l'Algérie d'émerger sur le plan des énergies renouvelables, puisque vous avez parlé de nos capacités qui sont énormes. 4% de notre ensoleillement pourrait alimenter toute l'Europe. Pas seulement la France. Si on avait un lobby pro-nucléaire, je salue cet auditeur, on serait bien. Non, le lobby pro-nucléaire, c'est-à-dire que les producteurs de nucléaire empêchent l'émergence des capacités de production du solaire algérien. Chauffé, il y a l'esprit rentier. On n'est pas sorti de l'économie rentière. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que la richesse de l'Algérie, la richesse qui est renouvelable, c'est l'intelligence des Algériens. Il faut que c'est cette intelligence qu'il faut mobiliser. Et considérer que 16 gigawatts d'électricité produite par le gaz, on va continuer comme ça, c'est excessivement dangereux. Donc, fixer des objectifs. Et puis quand on parle des renouvelables, moi ça me hérisse. Lorsqu'on parle de projets de renouvelables, on parle d'appel d'offres. C'est-à-dire c'est toujours les EPC, Engineering, Procurement, Construction. C'est-à-dire on ramène une société comme l'autoroute Est-Ouest qui va construire ces installations renouvelables. Qu'est-ce qu'on a gagné comme expérience pour une autoroute qui nous a coûté 12 milliards de dollars, ou là j'en sais rien, un truc comme ça. Rien. Alors que nos entreprises de réalisation étaient là et qu'elles auraient pu apprendre, elles auraient pu être en partenariat. La même chose, la transition énergétique doit prendre la forme d'une ambition industrielle, scientifique et technologique. Nous avons des ressources en silice, nous pouvons produire des cellules, du silicium, elles sont faites en silicium. Et produire du silicium, rentrer dans la filière du silicium, c'est aussi rentrer dans l'électronique, parce que la Silicon Valley, c'est la vallée du silicium. Hein? Donc produire des cellules photo, rentrer dans la chaîne de valeur, il faut que nos industriels, publics et privés, privés, avec des crédits, y compris des crédits même souverains, soutenus par l'État, mais que l'on produise des installations solaires, que l'on produise des installations éoliennes, solaires surtout, et que nos universités travaillent sur ces concepts. De la même manière, quand je parle du nucléaire,
On ne va pas encore une fois acheter des installations clés en main, etc. Il faut qu'il y ait une... C'est pour ça que je dis le nucléaire, il faut mettre 20 ans pour y rentrer. On rentre par ces universités dans le nucléaire. Alors vous avez justement, quand vous parlez de l'université, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'Algérie ne manque pas de compétences ni de ressources très abondantes pour asseoir son propre modèle de transition énergétique, mais ça ne peut se faire que par la budgétisation et l'encouragement de la recherche scientifique. Et ça, c'est important. Oui, non, je n'ai pas, Souhila, je n'ai pas sous les yeux, je l'avais, j'ai dû l'oublier, le chiffre recherche-développement sur PIB, mais il vous donne envie de pleurer quand vous le regardez. Comparé à celui, quand je pense au Japon, à l'ère Meiji, comment ils se sont développés, la Corée du Sud qui, dans les années 60, était au niveau des pays de l'Égypte, l'investissement dans la R&D, dans la recherche est fondamental. Le nombre de chercheurs à côté de Tokyo, il y a 180 000 chercheurs. C'est ce qui explique le succès de l'industrie japonaise. Donc, encourager la recherche, encourager l'intelligence, l'enseignement supérieur, le revoir par rapport aux standards d'excellence d'aujourd'hui, tout ça, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas importer des installations, et on ne peut pas continuer alors que les renouvelables vont dominer la génération électrique. On ne peut pas continuer à produire de l'électricité avec du gaz, qui est une ressource épuisable. Mais importer des installations ne permet pas également d'avoir peut-être un savoir-faire et aussi l'intégration qui est un élément extrêmement important. On a importé des produits clés en main et ça n'a pas donné des résultats escomptés, notamment pour le travail de notre ressource humaine ou de nos entreprises. Alors vous avez également cet exemple. Est-ce qu'il va falloir aussi, pour encourager l'émergence par exemple du solaire, donner l'exemple, installer sur le toit du ministère de l'énergie, qui est extrêmement énergétivore, puisque il est éclairé toute la nuit, par exemple, des panneaux photovoltaïques fonctionner avec du solaire. La présidence de la République, bon, le je ne premier sais pas ministère... combien de temps il me reste, mais j'insiste pour le dire. C'est-à-dire qu'il y a des actions pédagogiques. Ça ne coûte rien que d'installer sur des toits. Sur les toits de bâtiments publics, commissariats, écoles, tout ce qu'on veut, ministère, des panneaux pour habituer les gens à cette idée. Mais moi, je parle de grandes installations solaires, mais moi je suis militant. Je suis un militant des systèmes distribués. Je pense que si 50% d'Algériens produisaient 20% de leur électricité, c'est 10% de la consommation nationale. D'accord? Ça veut dire que si on arrive à développer des maisons à énergie positive, c'est-à-dire en même temps des maisons avec qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, parce que les murs, l'isolation thermique, les murs fait que ces maisons ne consomment pas beaucoup d'énergie, mais qui en plus, avec des panneaux solaires, produisent de l'énergie. On aura des maisons à énergie positive, ensuite on aura des quartiers à énergie positive, et ensuite on aura des villages, des villes, et c'est des systèmes, ce qu'on appelle les smart grids, les systèmes intelligents, hein, les réseaux intelligents, hein, d'électricité. Et les citoyens deviennent à la fois consommateurs et producteurs. Et producteurs d'énergie. Ils reversent l'excédent dans le... Pour un pays qui a un ensoleillement exceptionnel. Mais là, il faut que l'industrie nationale soit le moteur et l'université en soit le moteur. L'agriculture aussi pourrait être un grand consommateur bien sûr. De ce nouveau modèle de consommation via le solaire. Exactement. Les fermes agricoles. C'est un nouveau paradigme énergétique, c'est un projet national. Même les pompes à eau, dans le cas où on a un incendie, fonctionnent avec de l'énergie solaire. Tout à fait. Tout ça, ça doit être une vision nationale de transition énergétique
qui va sécuriser, si vous ne voulez pas que nos enfants et nos petits-enfants roulent en charrette et se chauffent et s'illuminent bilkanki. Il faut nous engager très rapidement dans la transition énergétique. Monsieur Moulad Frère, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, puisque l'émission va s'arrêter pour une semaine. Merci beaucoup, Monsieur Moulad Frère.